regardez 64 minutes, bienvenue si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de cette émission. 2026 sera-t-elle l'année de la paix pour l'Ukraine? Question difficile que je vais poser à mon invité. Bonsoir Guillaume Ancel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier, écrivain, auteur de petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, paru aux éditions Autrement. Et vous êtes aussi l'auteur du blog Ne pas subir. Alors la paix pour 2026, est-ce possible? Volodymyr Zelensky veut y croire. Voici ce qu'a déclaré le président ukrainien aujourd'hui. Alors, il déclare beaucoup de choses. Mais là, c'était un tweet. Nous avons convenu d'une rencontre au plus haut niveau avec le président Trump dans un avenir proche. Beaucoup de choses peuvent être décidées avant le nouvel an. Et depuis, on sait donc qu'il va rencontrer Donald Trump en Floride dimanche. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre, Guillaume Ancel? Alors, je ne pense pas qu'il ira en Floride pour jouer au golf avec le président Donald Trump. Mais on sait que Donald Trump veut absolument déboucher sur un accord. Je ne vais pas dire un accord de paix, un accord de fin de guerre, parce qu'il y a souvent une grande distance entre la fin d'une guerre et la paix, si on prend pour référence, par exemple, Gaza. Et là, cet accord a beaucoup progressé. Pourquoi? Parce que les positions des Russes comme des Ukrainiens se sont rapprochées, notamment grâce au Conseil des pays européens, qui ont très bien soutenu et aidé le président Zelensky, qui était coincé sur un sujet. C'est les concessions territoriales dans le Donbass. Donc là, on aurait trouvé des solutions parce que Volodymyr Zelensky a aussi dit aujourd'hui que le plan de paix était prêt à 90%. On peut dire que les 10%, c'est encore cette cession des territoires? Bien sûr, parce que dans l'esprit des Russes, ces territoires doivent leur revenir, alors que c'est ceux qu'ont défendu vaillamment les Ukrainiens pendant 4 ans. Donc évidemment, les Ukrainiens ne se voient pas les offrir aux Russes parce que Trump leur aurait demandé. Mais les Ukrainiens ont trouvé une astuce, soufflée par les Européens. C'est de faire de cette zone qui est contestée, ces 6000 km² dans le Donbass, et attention, 6000 km², à la vitesse à laquelle va l'armée russe, il leur faudrait 3 à 4 ans de combat pour les conquérir. Donc ce n'est pas à leur portée immédiate. Mais ces 6000 km² dans le Donbass, plutôt que de les donner aux Russes, les Ukrainiens proposent maintenant d'en faire une zone neutre, une zone spéciale, une zone démilitarisée. Et ça, ils y gagneraient parce qu'à un moment, effectivement, on en a parlé, on s'est dit que ça serait quand même un échec pour les Ukrainiens parce qu'en fait, finalement, pour l'instant, ils n'ont pas perdu dans cette zone démilitarisée qui est dans le Donbass. Tout à fait, mais ça leur permettrait de ne pas le donner formellement à la Russie, c'est-à-dire de ne pas céder ces territoires, juste de céder le fait que ce ne sont pas les Ukrainiens qui auront la maîtrise de ce territoire, mais une force internationale ou une gouvernance internationale. Donc ce ne sera pas russe non plus. Donc en fait, personne n'aura gagné et personne n'aura perdu. Et alors qui pour justement, parce que ça c'est le problème de la force internationale, on sent que personne n'a vraiment envie d'y aller, les Américains. Vous y croyez, les Européens, la coalition des volontaires, qui pour assurer justement la sécurité dans cette zone qui ne sera ni aux Russes ni aux Ukrainiens? En fait, la coalition des volontaires s'est déjà préparée. Et donc, un certain nombre de pays, pas la trentaine qui sont dans la coalition des volontaires, mais au moins la moitié, sont prêts à envoyer une force internationale dans cette zone et de toute façon pour surveiller et garantir aux Ukrainiens que cet accord soit respecté. Parce que la grande hantise des Ukrainiens, ce n'est pas de faire des concessions aux Russes. C'est juste que la guerre ne reprenne pas pour la 3e fois. Je rappelle que c'est la 2e guerre qui est menée alors que les Ukrainiens avaient signé les accords de Minsk en 2014 qui faisaient que normalement ils étaient sous une protection internationale. Et pourtant, en février 2022, Poutine les a attaqués. Alors juste, je voulais revenir sur cette image qui a fait le tour du monde et qui a marqué cette année 2025. C'était le 28 février, donc dans le bureau ovale, à la Maison-Blanche, avec cette scène d'humiliation, on l'a dit, de Volodymyr Zelensky par Donald Trump, par J.D. Vance, le vice-président américain. Est-ce que là, le fait que Volodymyr Zelensky se rende en Floride, est-ce que vous dites que c'est un retournement de situation? Il a su vraiment gérer au mieux ce qui se passait avec Donald Trump? C'est vrai qu'en pratiquement un an, on est passé d'une scène hallucinante où Trump l'a humilié devant les caméras publiquement à des moments où Trump est convaincu par les Européens et notamment par le secrétaire de l'OTAN, mais aussi par le président finlandais, Alexander Stubb, qu'il apprécie beaucoup, qu'il ne peut pas terminer cette négociation en faisant capituler l'Ukraine. Et donc le sujet, c'est que les Européens ont réussi à emmener progressivement Donald Trump à un accord qu'ils veulent relativement équilibré. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il s'agit aussi de la sécurité des Européens. Et que par conséquent, les Européens se sentent totalement concernés par ce qui se passe en dehors de Viktor Orban pour la Hongrie. Mais quand Viktor Orban est contre un projet, c'est que normalement, il va conforter notre propre sécurité. Alors reste à voir ce que va décider Vladimir Poutine, parce qu'il souffle le chaud et l'eau froid lui aussi, il est droit dans ses bottes. Vous l'avez certainement vu la semaine dernière, vendredi dernier, il donnait une grande conférence de presse annuelle, c'est ce qu'il fait toujours, et il était extrêmement catégorique, on va l'écouter. Nous ne nous considérons pas responsables pour la mort des gens parce que nous n'avons pas commencé cette guerre. Y aura-t-il de nouvelles opérations militaires spéciales ? Il n'y aura aucune opération si vous nous traitez avec respect et respectez nos intérêts, tout comme nous avons constamment essayé de prendre les vôtres en compte. Donc voilà, Vladimir Poutine inflexible. Est-ce que vous pensez qu'il peut accepter ne serait-ce qu'une trêve au vu de ces déclarations? Alors, il n'acceptera aucune trêve tant qu'un accord n'aura pas été conclu. C'est l'échec de Donald Trump cet été à Anchorage en Alaska quand il le reçoit. Lui, il a en tête qu'il va faire accepter une trêve et puis qu'on va pouvoir discuter. Et Poutine, je dirais quelque part dans sa logique, dit « Moi, tant que je suis en guerre, je ne m'arrêterai que quand j'aurai atteint mes objectifs. Que je les obtienne par un canal diplomatique ou un canal militaire. » Là, ce qui est assez étonnant dans la déclaration de Poutine, c'est quand il dit « ça n'est pas moi qui ai déclenché cette guerre ». C'est ce qu'il dit depuis toujours. Bien sûr, mais évidemment que ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont attaqué la Russie. Et d'ailleurs, quand il exige dans un accord de paix, dans un projet d'accord de paix, que les Ukrainiens désarment en partie, c'est comme s'il voulait faire dire à la communauté internationale qu'ils se sentaient menacés par l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine est 5 fois moins peuplée que la Russie, donc le jour où l'Ukraine attaquera la Russie, ce sera très étonnant. Mais là, il a aussi dit qu'il se sentait, qu'il fallait le respecter pour ne pas que la Russie soit menaçante. En fait, la Russie n'a jamais été agressée par l'Ukraine. C'est la Russie qui a décidé que ce pays lui appartenait. Ce qui est plus inquiétant, c'est que juste avant la conférence de presse, Vladimir Poutine a répété une fois encore, publiquement, qu'il estimait que tous les territoires qui étaient historiquement à la Russie devaient lui revenir, y compris une zone tampon. Ça veut dire que dans son esprit, les pays baltes, l'Est de la Finlande, une partie de la Pologne et probablement de la Roumanie lui sont rattachés historiquement. Ça veut dire qu'en fait, Poutine ne s'arrêtera que s'il est forcé de le faire. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a noué une relation de plus en plus forte avec Donald Trump. Et au fond, il s'est fait prendre dans cette négociation dont on voit bien au bout d'un an qu'il en a besoin. Parce que toute la respectabilité internationale, mais aussi le fait de rétablir une société et une économie en Russie qu'il a ruinée avec cette guerre, vont s'appuyer sur une relation proche avec les États-Unis. Donc là, il gagne du temps. Vous dites qu'à un moment, il sera obligé d'aller dans le sens de Donald Trump parce qu'il en a besoin. Et je pense même que dans les semaines qui viennent, à un moment, Poutine sera obligé de céder et de signer un accord, même s'il ne lui est pas totalement favorable. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de ne pas braquer Trump contre lui. Il a très bien observé la manière dont fonctionne Trump. Et contrairement à Poutine, Trump est impatient. Or, Trump veut un accord de paix. Il espérait l'avoir pour Noël. Il ne l'a pas obtenu. Maintenant, c'est trop tard. Il faut qu'il attende un an de plus. Il veut l'avoir pour la fin de l'année. À mon avis, il ne l'aura pas parce qu'il y a quelques détails qui sont quand même compliqués. Mais là, par exemple, un haut responsable russe a dit que l'Ukraine était en train de torpiller ces négociations. C'est quoi? C'est du jeu de chat à la souris? C'est toujours, encore une fois, souffler le chaud, le froid? Ça fait partie de la négociation. Jusqu'au bout, la Russie va taper tous les jours sur l'Ukraine pour montrer que l'Ukraine a intérêt à céder. Et tous les jours, l'Ukraine va dire « mais de toute façon, la Russie ne voudra jamais la paix ». Ça, c'est le jeu normal de la négociation. La réalité, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche d'un accord et que, je l'espère en tout cas, d'ici quelques semaines, un accord de fin de guerre pourrait être signé entre la Russie et l'Ukraine. Donc, à voir, effectivement, on va suivre ça avec attention. Il y a aussi cette reprise de contact, vous évoquez les Européens. Alors, vous dites qu'ils ont pesé de tout leur poids. On a souvent parlé de leur faiblesse, notamment avec les avoirs gelés russes, où ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Finalement, ce sera un prêt pour aider l'Ukraine. Il y a aussi cette prise de contact entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ils seraient d'accord, tous les deux, pour se parler. Est-ce que c'est une bonne chose et pourquoi faire ? Alors, en fait, la plus grande fragilité des Européens, c'est le fait qu'ils sont dispersés. Ils ne sont puissants que quand ils parlent d'une seule voix. Or, évidemment, les grands pays européens sont en train de dire à Emmanuel Macron, en aucun cas,
tu ne négocies seul avec Vladimir Poutine. Et je pense que pour une fois, Macron semble avoir entendu. Parce qu'à une autre époque, il se serait précipité dans les jours qui suivent pour aller discuter en direct et pour montrer qu'il était le premier parmi les autres. Or, en fait, les Européens ont pris conscience pendant ces 4 années de guerre que leur sécurité repose sur leur capacité à s'unir. Et donc, ils ont fait un effort considérable pour organiser un début de défense européenne. Mais derrière, il y a une question politique qui est clé et qu'ils devront aborder à un moment ou un autre. C'est que la défense de l'Europe, ce n'est pas un sujet militaire, c'est un sujet politique. Et que pour avoir une défense, il faut une autorité politique qui la dirige, c'est-à-dire une présidence d'États-Unis d'Europe. Et donc, tant que quelques pays ne construiront pas des États-Unis d'Europe, on continuera à être... Une coalition des volontaires? Ah non, une coalition de volontaires, ce sont des pays qui, temporairement et pour une mission, se mettent ensemble. Comment on fait pour réunir... ça fait 2 instances, déjà qu'il y en a beaucoup. Ça n'est pas suffisant. Les budgets de défense de l'Europe font qu'aujourd'hui, ça devrait être la 2e armée du monde. Pourquoi ? En réalité, personne ne les considère parce que c'est 27 armées différentes. C'est comme si les États-Unis avaient 50 armées différentes parce que c'est 50 États et je ne compte ni le Canada ni le Groenland. Oui, mais il y a l'OTAN. Mais l'OTAN n'est qu'un club de réunion d'armées. L'OTAN n'a pas d'armée. L'OTAN repose sur la bonne volonté de chacun de ses membres qui, par exemple, si l'Ukraine était défendue par l'OTAN demain, eh bien en fait, à chaque fois, il faudrait que les États-Unis acceptent de défendre l'Ukraine parce que dans l'OTAN, le fameux article 5, qui est une défense collective, dit que chaque membre doit se sentir responsable d'une défense collective, mais n'a jamais dit que son armée devait rentrer en guerre. Et donc un pays comme la Hongrie, par exemple, qui fait partie de l'OTAN, peut très bien dire « mais moi, je refuse d'intervenir contre la Russie, je vais lui envoyer une lettre de strong protest », dont on imagine déjà l'effet sur Vladimir Poutine. Donc en fait, l'OTAN n'a pas d'armée. L'OTAN, c'est un club de pays qui est ensemble. Le problème, c'est que d'un côté, il y a les États-Unis, c'est la moitié de l'OTAN, et de l'autre, il y a une trentaine de pays aux armées dispersées. Alors on va revenir sur le terrain, justement, on l'évoque à l'instant. L'armée russe avance très très lentement. Elle a pris Siversk cette semaine, donc c'est dans le Donbass. Vraiment, tout se joue aujourd'hui dans le Donbass. C'est symbolique, c'est important. On ne sait plus si c'est décisif ou pas dans cette guerre. En fait, la seule chose qui serait décisive dans cette guerre, c'est si la Russie arrivait à faire une percée héroïque, c'est-à-dire à rentrer dans les défenses ukrainiennes et à faire rentrer une masse suffisante pour mettre en péril le reste de la défense ukrainienne. Pourquoi ils n'y arrivent pas, les Russes ? Parce que les Ukrainiens bénéficient du système de renseignement américain qui lui permet des semaines à l'avance de savoir ce que les Russes préparent. Et donc, depuis 4 années de guerre, on a tous noté que, en fait, les Russes n'ont jamais pu surprendre les Ukrainiens. Et sans effet de surprise, ils ne peuvent pas percer le front. Typiquement, à Siversk, dont on dit, ça y est, les Russes ont conquis Siversk. Mais Siversk est sur la ligne de front depuis plus de 3 ans. Ce qui veut dire que Siversk n'a jamais été considéré comme un enjeu stratégique, ni pour les Ukrainiens, ni pour les Russes. C'est juste une ville de 11 000 habitants qui a fini d'être rasée par les bombardements. Donc cette année 2025 a été extrêmement meurtrière avec des attaques massives, beaucoup de civils. On se rappelle de Kryvyi Rih, avec des 20 civils morts, dont des enfants. Quelle est la stratégie russe? C'est harceler pour quelle raison? Pour que la population se rebelle contre Volodymyr Zelensky? En fait, la principale arme de Poutine, ce sont ni les drones ni les missiles, c'est la peur. Poutine joue sur cette peur parce que si on rapporte ces attaques de 500 drones et missiles les pires jours, face à un pays comme l'Ukraine, c'est peu de choses. Et d'ailleurs, elles font, pardon de ce terme horrible, mais elles font peu de morts en réalité et peu de blessés. Elles font beaucoup de morts sur la ligne de front, mais pas sur les attaques sur l'intérieur du pays. Par contre, ce que veut Poutine, c'est martyriser son voisin pour lui montrer qu'il ne peut que céder, parce qu'on ne peut que céder à Vladimir Poutine. Le plus important pour l'Ukraine, comme pour les pays européens, c'est de montrer qu'on n'a pas peur, et que surtout, on peut se défendre. Parce que je rappelle que les pays européens, et je mets l'Ukraine à l'intérieur, c'est 450 millions de personnes qui sont les plus riches du monde. Et qu'on est en train de demander à 300 millions d'Américains de nous protéger contre 150 millions de Russes. C'est une inversion de la réalité. Exactement comme quand Poutine dit « ça n'est pas moi qui ai déclenché la guerre ». Bien sûr que c'est lui qui l'a fait. Donc ces frappes, elles vont s'intensifier justement pour ce rapport de force. Les Ukrainiens aussi répondent avec des attaques de drones sur sous-marins, sur des pétroliers. Ça va s'intensifier, la violence, pour peser dans les négociations? En fait, cette violence ne peut pas s'intensifier parce qu'elle est à un niveau tellement haut depuis longtemps
qu'en réalité, ni les Russes ni les Ukrainiens n'ont vraiment la capacité de faire beaucoup plus. Par contre, c'est clair que les Ukrainiens ne lâcheront rien parce que c'est un peuple de résistants qui résiste depuis 4 ans à une armée qui est 5 fois supérieure à la sienne. Et que les Russes ne lâcheront rien parce qu'ils sont dirigés par un mafieux qui a décidé de ne surtout pas céder parce qu'il a peur pour son pouvoir. Si jamais Poutine n'annonçait pas une victoire en Ukraine, il sait que c'est sa vie qui est en jeu. Est-ce que Volodymyr Zelensky doit quitter la présidence parce que est-ce que c'est est-ce que ça va être obligatoire? En fait, tout va dépendre de ce qu'il va être obligé de céder pour obtenir cet accord de paix. Il est probable qu'il y aura des élections après. Des élections ne se tiennent pas dans un pays en guerre, enfin il n'y a que Poutine pour les réclamer. Mais il y aura des élections après et que les Ukrainiens feront payer au président Zelensky ce que même voulait que Zelensky cède pour que la guerre s'arrête. Vous savez, dans ces situations, les gens sont toujours très contradictoires. Mais là, il y a eu ces scandales de corruption. Le bras droit de Volodymyr Zelensky a démissionné. Andriy Yermak, il y a quand même il y a il y a toute cette atmosphère-là. En fait, les Ukrainiens ne reprochent pas à Zelensky le fait d'être à la tête d'un pays qui, bien sûr, est corrompu, mais qui l'est nettement moins que la Russie. Par contre, l'Ukraine, il faut le reconnaître, c'est un pays qui essaye de lutter contre sa corruption. Et le fait que le bras droit, bras gauche de Zelensky soit arrêté dans le cadre de la lutte anticorruption, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre quoi? Ça veut dire que l'Ukraine souhaite réellement rentrer dans l'Union européenne, qu'il a déjà prévenu qu'en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Et que par conséquent, on voit bien que l'Ukraine progresse beaucoup, mais les Ukrainiens reprocheront de toute façon au président Zelensky toutes les concessions que celui-ci aura dû faire pour obtenir un accord de paix. C'est évident. Merci Guillaume Ancel d'avoir accepté l'invitation de 64 minutes.